ça fait trop longtemps, comme toujours. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas assez. Mais on est là. Oui. C'est ça qui compte. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une suite à notre vidéo la plus populaire de notre chaîne. Comment Oui. ça être temps qu'on Ouais, c'est qu'on ça. comprenne comment Le ça marche? Dexter quand il couche sur le sofa. Pas du tout. Ah. Notre iceberg des coïncidences les plus étranges. Je pense que vous avez aimé. J'ai plus de coïncidences en banque et j'ai envie de vous les partager. Alors, comme d'habitude, c'est un iceberg. Ça va commencer tout joli, tout beau, avec des coïncidences chanceuses et merveilleuses. Mais on va plonger lentement mais sûrement vers l'obscur. Hein? Pour moi, qui crois en rien, hein, c'est des coïncidences. Mais pour d'autres qui nous écoutent, ça peut être Le autre destin. chose. Ça peut être le destin, ça peut être la malédiction, ça peut être le mauvais œil, ça peut être plein de choses. Oui. En fait, c'est qu'on ne le sait pas. C'est ça qui est passionnant. Moi, ça me passionne, les coïncidences, parce que c'est quoi? Ça nous force à nous questionner sur ce qu'est la vie. Est-ce que tout est écrit? Hein? Est-ce qu'on subit? Hein? On ne sait pas. On commence-tu ou t'as autre chose à dire? Moi, je m'en calisse qu'est-ce que tu penses, Ouais. donc on commence. Oh, on a toujours su. C'est On la ça. connaît un peu, hein? Alors, on va commencer tout en douceur, comme je vous l'ai dit, avec ce que j'ai appelé Double Lock. Oui, la plupart des titres que je trouve, c'est en anglais. Je sais, c'est pas bien, mais ça sonne mieux. Que voulez-vous? Ça sonne mieux. C'est la seule raison. Alors, Double Lock. Un Américain joue à la loterie 2 fois par erreur. Et gagne les 2 fois. C'est assez fort, ça? Hein? C'est l'histoire de Paul Corcoran, un habitant du Massachusetts. Massachusetts. Ah, Non. oui. Non, pas Massachusetts. Oui. Massachusetts. Alors, il achète dans un supermarché un billet Powerball. Tu sais, c'est un de ces tickets de loterie qui est bon pour plusieurs tirages. Et il mise sur sa combinaison de chiffres habituelle. C'est toujours la même. Mais après son achat, il se persuade à tort que le dernier tirage auquel il peut participer avec ce ticket-là est déjà passé. Alors là, il stresse. Puis là, il passe 10 minutes plus tard dans un autre magasin. Puis il décide d'acheter un deuxième ticket. Mais il joue la même combinaison de chiffres. Toujours la même. Mais le premier ticket, en réalité, il était toujours valide. Et Paul a remporté 2 fois 1 million de dollars. Et ça peut sembler une chance incroyable, n'est-ce pas? Ouais. Mais Paul Corcoran est passé à un chiffre seulement, du jackpot qui était de 217 millions de dollars. Oui, mais Caroline. C'est une bad luck ou c'est une luck? Non, c'est une blague. Un Oui. million de dollars, voyons donc. Ben oui, c'est sûr. On aimerait ça. Oui. Alors, on continue avec The World's Luckiest Man. C'est l'histoire de Frank ou Frano Selak. L'histoire de ce prof de musique croate est spéciale. Alors, tout a commencé en janvier 1982. Selak conduisait un train à travers un canyon dans des conditions particulièrement difficiles, dans le froid et la pluie. Le train a déraillé et il s'est écrasé dans une rivière. 17 personnes se sont noyées dans cet accident. Mais Selak, en état d'hypothermie, a été sauvé et transporté en lieu sûr. L'homme s'en est sorti avec seulement un bras cassé. Ah, c'est comme Ouais. Bruce Willis dans la Incassable. Non, Presque. mais ouais, c'est ça. Alors, l'année suivante, Selak prend l'avion cette fois. Pour la première fois de sa vie. Et l'appareil s'est écrasé et a tué 19 personnes. Mais lui, il a encore survécu parce qu'il a été soufflé hors de l'avion avant qu'il s'écrase par une porte défectueuse. Et il a miraculeusement atterri dans une botte de foin. Hey, ça, c'est fort. C'est fort, ça. Oui. 3 ans plus tard, un bus dans lequel il roulait a sorti de la route et il a fini dans une rivière en tuant 4 autres personnes, mais pas Selak, qui s'en est sorti.
en nageant jusqu'à la rive. Il n'a eu que quelques coupures et quelques ecchymoses. Vous imaginez? Mais c'est Bruce Willis dans les Incassables. Où est les glaces? 4 ans plus tard, en 1970, Selak roulait dans sa voiture quand celle-ci a soudainement pris feu. Ça arrive, hein? Mais Selak s'en est sorti en réussissant à sortir du véhicule avant qu'il explose, comme dans les films. 3 ans plus tard, Selak a subi un autre accident de voiture. Puis il s'en est une fois de plus sorti. Seulement, ses cheveux ont brûlé. Qui a besoin de cheveux, hein? Après ça, il y a eu une longue pause, enfin, hein, de 25 ans, pour lui permettre de souffler un peu. Oui. Mais en 1995, il a été heurté par un bus. Mais il s'en est une fois de plus sorti, avec seulement des blessures légères. L'année suivante, il a échappé de justesse à une collision frontale avec un camion, en fonçant dans le garde-fou qui n'a pas résisté au choc et a cédé. Selak n'avait même pas mis sa ceinture de sécurité. Il était accroché à une branche d'arbre quand il a regardé son véhicule faire une chute de 91 mètres. Après avoir survécu à ces 7 accidents potentiellement mortels, Selak a décidé d'écouter tout le monde qui lui répétait qu'avec une telle chance, il devrait s'acheter un billet de loterie. C'est toujours à ça qu'on pense. Mm-hmm. Et il a effectivement gagné 1 110 000 $. Avec ses gains, il s'est acheté 2 maisons et un bateau. Puis il a donné tout le reste à des parents et des amis, préférant vivre simplement jusqu'à ce qu'il meure à l'âge respectable de 87 ans. C'est une histoire incroyable. Ah oui? Alors, on continue avec un miracle au Nebraska. Les quelques très rares personnes qui nous suivent depuis notre tout début, ça va peut-être vous dire quelque chose parce qu'on en a déjà parlé, mais je pense qu'on n'avait pas plus que 20 spectateurs à l'époque. Donc, on va se permettre d'en reparler parce que c'est quelque chose de spécial. Je suis d'accord. Le 1er mars 1950, à Béatrice, c'est le nom d'une petite ville tranquille au Nebraska, une petite église baptiste se remplissait lentement de gaz à cause d'une fuite dans les tuyaux de la vieille fournaise que personne n'avait remarqué. Eh oui, et quand est venue l'heure de la pratique de la chorale, à 19h20, l'église était déjà complètement pleine d'un gaz très combustible, mais sans que personne ne le sache. Et 5 minutes plus tard, il y a eu une violente explosion, tellement violente qu'elle a complètement soufflé la petite église en bois en morceaux et elle a secoué toute la petite ville. Naturellement, tous les habitants de la ville, qui sont toujours très soudés, ils formaient une petite communauté, ils sont accourus, affolés, en s'attendant à trouver les 15 membres de la chorale morts ou grièvement blessés dans les décombres. Eh bien, par miracle, comme beaucoup en sont convaincus, aucun des 15 membres de la chorale ne se trouvait à l'église au moment de l'explosion. C'étaient pourtant des gens fiables et ponctuels qui prenaient tous la pratique au sérieux. Mais ce soir-là, ils ont tous été retardés. Chacun par un imprévu différent. Le révérend Klemple, par exemple, celui qui avait justement pris la peine d'allumer la fournaise quelques heures avant la pratique pour que tout le monde soit confortable en cette soirée particulièrement froide, il devait revenir avec sa femme et sa fille pour la pratique, mais au moment de partir, la jeune fille a remarqué une tache sur sa jolie robe. Sa mère a alors choisi pour elle une autre de ses robes et elle a pris le temps de la repasser. Les 3 étaient toujours chez eux au moment de l'explosion. Pour Joyce Black, une chanteuse de la chorale qui vivait juste en face de l'église, elle se sentait tout simplement un peu paresseuse ce soir-là et elle a voulu rester bien au chaud, blottie, sous sa couverture jusqu'à la toute dernière minute et même un peu plus longtemps, faut croire, puisqu'elle se trouvait encore chez elle au moment de l'explosion. Un autre membre, nommé Herbert Kipf, était pourtant en avance, lui, sur l'heure. Mais alors qu'il était en chemin, il s'est soudainement rappelé qu'il devait écrire et poster une lettre
très importante ce soir-là et il avait oublié de le faire. Il est donc retourné chez lui pour le faire. Un autre homme qui devait amener 3 autres membres avec lui, comme à chaque pratique, il est tombé en panne de voiture. 2 autres jeunes filles sont restées trop longtemps chez elles, tout simplement parce qu'elles étaient trop captivées par une émission qui passait ce soir-là à la radio. Et les 6 autres membres ont aussi été retardés pour des raisons imprévues et tout aussi banales. Que l'on soit croyant ou pas, cette série de coïncidences en reste pas moins incroyable et est unanimement considérée comme un véritable miracle par tous les habitants de la petite ville de Béatrice. Et ils ont peut-être bien raison, parce que comment expliquer tout ça autrement? Hein? Une coïncidence, ça arrive souvent, mais 15 coïncidences simultanées en même temps, Ouais. c'est beaucoup. C'est bizarre. On enchaîne avec ce que j'ai appelé le double maléfique. Dennis, the Menace. En français, c'est Denis la Malice. C'est le personnage sympathique d'une célèbre bande dessinée américaine qui a été publiée pour la première fois le 12 mars 1951. Son créateur est un ancien animateur de Disney, un certain Hank Ketchum. La BD raconte les mésaventures d'un espiègle mais gentil petit garçon aux cheveux blonds. Mais il se trouve que ce gentil Denis, américain, a un evil twin britannique qui porte exactement le même nom. Lui aussi, le héros d'une bande dessinée créée par le cartooniste britannique David Law. Attention, publié exactement le même jour, du même mois, de la même année, le 12 mars 1951. J'étais sceptique, mais j'ai vérifié. Et même si le comics est daté du 17 mars, le jour de sa sortie, est bel et bien le 12. En même temps! On parle de jumeaux cosmiques ou je sais pas quoi. Le Britannique est complètement l'opposé en tout point du Dennis américain. D'abord par son apparence. Le Britannique a une grosse tignasse noire en désordre qui ressemble au piquant d'un hérisson. Alors que l'autre américain, il est blond évidemment. Comme Ange. Et peigné sur le côté. Les deux garçons provoquent des catastrophes, mais l'Américain, de manière involontaire, évidemment. Contrairement au Britannique, dont le caractère est beaucoup plus sombre. Il fait des coups, il les pense, il veut faire du mal. Le fait que les deux artistes aient pu créer, indépendamment des personnages du même nom, aient publié leur BD à la même date en ignorant tout de l'existence de l'autre, ça reste une extraordinaire coïncidence et impossible à expliquer. On continue avec ce que j'ai appelé The Perfect Fit. La Lune a tellement de mystères. On dit que c'est l'astre naturel de la Terre, mais il n'y a rien qui a l'air vraiment naturel. On dirait qu'elle a été fabriquée. Même si la distance entre la Terre et le Soleil est 400 fois plus grande que la distance entre la Terre et la Lune, le Soleil est aussi exactement 400 fois plus gros. Le Soleil et la Lune ont donc exactement la même taille pour que l'un cache parfaitement l'autre lors d'une éclipse. Mais quelle coïncidence! Ah oui. Pensez-y, là. C'est fort. Oui. Hey, nous voilà un cran en dessous. À la surface quand même, mais un petit peu plus bas. Alors on commence ce niveau avec toujours Hugh Williams. Oui, vous allez comprendre. Le 5 décembre 1965, un navire a fait naufrage dans le détroit de Menai, situé entre le pays de Galles et la Grande-Bretagne. Il n'y a eu qu'un seul survivant, et son nom était Hugh Williams. Le 5 décembre 1785, exactement 120 ans plus tard, un autre bateau a fait naufrage près de l'île de Man, encore une fois dans le détroit de Menai. Encore une fois, un seul survivant. Et son nom était, encore une fois, Hugh Williams.
Puis, en 1820, cette fois un 5 août, est survenu un troisième naufrage, toujours dans le même détroit. Un survivant. Comment s'appelait-il? Wolverine. Hugh Williams. Ah. Et enfin, le 19 août 1889, une barge à charbon a coulé dans le même endroit. Cette fois, 2 personnes ont survécu. L'un des deux se nommait Hugh Williams. Il se trouvait être l'oncle de l'autre. Et devine comment s'appelait son neveu qui l'accompagnait. Non, parle maintenant. Hugh Williams. deux Hugh Williams. Ok, si vous avez un fils là, appelez-lui pas Hugh Williams. Ben oui, s'il est un marin, il a intérêt à l'appeler comme ça, parce qu'il va survivre. Alors, il est vrai que l'étendue d'eau peu profonde, située au nord du pays de Galles, où sont survenus tous ces naufrages, était un endroit réputé comme étant particulièrement dangereux à cause des tourbillons qui se forment constamment, la rencontre de divers courants opposés, et aussi l'anglicisation de plusieurs noms gallois était devenue une pratique courante aux époques médiévales et post-médiévales. Donc, le nom de Hugh Williams était un nom assez répandu. Mais quand même, hein, cette coïncidence reste, malgré tout, incroyable. C'est vrai. On enchaîne avec ce que j'ai appelé Proof of Death. Alors, dans le vidéoclip Like Toy Soldiers Ah du oui, rappeur c'est le Eminem qui chante. Na, 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 le célèbre Eminem, sorti en 2005. Soldier. Le rappeur Proof, un ami proche d'Eminem, il joue aussi son ami rappeur dans le clip. Et dans ce clip, l'ami en question se fait tuer par balle. Oui. Victime, comme plein d'autres rappeurs, de la rivalité meurtrière entre gangs criminels, n'est-ce pas? On voit une version fictive d'Eminem auprès de la version fictive de Proof à l'hôpital. Puis on voit ses funérailles. Le clip, comme la chanson, est inspiré par le meurtre réel de Bugsy, un autre ami d'Eminem, aussi membre, tout comme Proof, du groupe de hip-hop D12 ou Dirty Dozen, tué dans les mêmes circonstances 2 ans plus tôt. 1 an après la sortie de ce clip, en 2006, Proof se fait tuer, il se fait tirer dessus et il meurt exactement comme l'avait prédit le clip. Ça donne des frissons. C'est incroyable. Alors, on enchaîne avec la malédiction Raspoutine. Na, na, Rasputin. Exact. Na, na, Rasputin. Na, 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 na. On connaît tous le groupe de disco Boney M, hein, et leur succès planétaire Raspoutine, en l'honneur du moine fou Grigory Efimowitch Nowik. En tout cas, Raspoutine, hein, qui veut dire en russe le dépravé. Oui. À cause de sa vie de débauche. Hein? Mais ce qu'on sait moins, c'est que le leader du groupe, Bobby Farrell, en passant, il chantait pas. Il faisait du lip-sync, puis ça a été un scandale, mais c'est une autre histoire. Alors, Bobby Farrell est mort d'une crise cardiaque le 30 décembre 2010 dans un hôtel de Saint-Pétersbourg, en Russie. La même date, dans la même ville où Raspoutine est mort. Exactement 94 ans plus tard. Alors, 9 plus 4 égale 13. Oh! On a toujours dit que Raspoutine devait avoir des dons surnaturels. Alors, imaginez, il a peut-être pu faire mourir un artiste qui s'est enrichi en exploitant son nom et son histoire. Le même jour de sa propre mort, j'aurais tendance à le croire. C'est une belle histoire. Oui. Ou c'est tout à une fait. extraordinaire coïncidence. Ah oui, on enchaîne avec une histoire un peu similaire, mais pas vraiment. The Bowie K. West Connection. Hein? Il y en a qui savent déjà de quoi je parle, je pense. Alors, en 1972, le célèbre et iconique David Bowie
sort son album mythique The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ça, c'est tout un titre. Ouais. Un album qui raconte la venue sur Terre d'un extraterrestre nommé Ziggy Stardust. Sur la pochette de cet album, on peut voir un panneau sur lequel est inscrit Kanye West. Et sur ce même album, on trouve une chanson titrée 5 Years. Et figure-toi que Kanye West est né exactement 5 ans après la sortie de l'album. Ouais, le 26e et dernier album que Bowie a enregistré alors qu'il était en phase terminale d'un cancer se nomme Black Star. Black Star. Et dans la chanson qui porte le même titre, Bowie raconte que quelque chose s'est passé le jour de sa mort. Son esprit s'est élevé d'1 mètre et s'est écarté, puis quelqu'un d'autre a pris sa place en disant « Je suis une étoile noire ». Quoi? Sur ce même album, il y a une autre chanson nommée Lazarus, le même nom que le type qui a été ressuscité dans le Nouveau Testament de la Bible. Oui, il a été ressuscité d'entre les morts. Kanye West a tendance à se prendre pour Jésus, entre autres, pour poser sur la couverture du magazine The Rolling Stones. Il a aussi chanté une chanson nommée I Am God. C'est la 3e chanson de son album Jesus de 2013. Et c'est drôle parce que Lazarus était aussi la 3e chanson de l'album Black Star de David Bowie. Quand Bowie est mort, West a été l'une des premières célébrités à commenter en tweetant que David Bowie était l'une de ses inspirations les plus importantes. Si intrépide, si créative, il nous a donné de la magie pour toute une vie. Et si, pour lui, Bowie était plus qu'une inspiration. Hein? Mm-hmm. Intriguant, hein? Très mystérieux tout ça. By the way, I drink a whiskey. Et moi, à vodka. pêche. Vodka canneberge. Mmh. Non, whisky à la pêche, c'est vraiment bon. Et vous avez quoi alors, les Américains? On vous emmerde avec votre whisky. On n'a pas besoin, on a notre propre whisky québécoise. Fuck Oui. you. Fuck you, Donald Trump. Bien parlé. Alors, j'ai appelé la prochaine entrée Mort jumelée. Le 5 mars 2002, en Finlande, un cycliste meurt tragiquement sur l'autoroute à 9h29 du matin en se faisant heurter par un camion. Il se trouve que cet homme de 70 ans avait un frère jumeau et, avant même que la police ait pu identifier le corps du premier frère, l'autre jumeau se fait heurter par un autre camion seulement 2h17 plus tard. Ils n'étaient pas ensemble, là. Ils étaient sur la même autoroute, mais environ 1,5 km de distance. Et lui aussi était à vélo. Personne n'a pu expliquer cette concordance morbide. On enchaîne avec 28 jours. Plus tard. Ouais. Dans un film qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas 28 jours plus tard, c'est Donnie Darko. Donnie Darko, on La adore. prophétie du sinistre lapin est que dans 28 jours, ce sera la fin du monde. Eh bien, croyez-le ou croyez-le pas, par une étrange coïncidence, le tournage du film Donnie Darko a duré exactement 28 jours. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ben oui. Dommage qu'il n'y avait pas d'effet de montre. Ben, peut-être qu'on est tous morts, mais on vit dans un genre d'enfer et on le sait pas. Ça expliquerait bien des choses. C'est cela, oui. Walter et la foudre. Dans notre premier iceberg des coïncidences, si vous vous souvenez, on avait parlé d'un malheureux garde forestier qui avait été frappé 7 fois par la foudre au cours de sa vie, avant de mourir d'une balle dans la tête. Quasiment décevant. Oui. Cette fois, nous allons parler d'un autre homme qui semble lui aussi avoir été persécuté par Zeus, le dieu de la foudre. La première fois que Walter Summerford a été frappé par la foudre, c'était pendant la Première Guerre mondiale, où il servait comme officier dans l'armée britannique.
Un éclair l'a frappé, l'éjectant de son cheval. Il a survécu, mais il est resté paralysé, de la taille vers le bas, le confinant dans un fauteuil roulant, malheureusement. Plusieurs années après la guerre, Summerford avait commencé une nouvelle vie au Canada. Ah. Et c'est pendant une sortie de pêche, toute innocente, en 1924, que la foudre a décidé de le frapper une seconde fois. Curieusement, cette fois, en plus de lui épargner la vie pour la deuxième fois, la foudre l'a carrément soulagé de sa paralysie. What the hell? 2 jours après que la foudre l'ait frappé, Summerford a partiellement récupéré l'usage de ses jambes. Alors, tout allait bien, n'est-ce pas? Oui. Et c'est justement pendant qu'il marchait sur ses 2 jambes que, 6 ans plus tard, la foudre l'a frappé pour une 3e fois. Cette fois, par contre, il y a eu moins de chance. Et ce dernier coup de foudre l'a laissé entièrement paralysé. Il est mort 2 ans plus tard, infirme et prisonnier de la peur constante d'une nouvelle attaque céleste. Walter a été enterré au cimetière Mountain View à Vancouver. Il était Canadien. Mais, même après sa mort, la foudre n'avait pas fini avec lui. Non. Et elle l'a visé pour une dernière fois. Elle l'a frappé en plein sur sa pierre tombale, la brisant en morceaux. Je vous dis, Zeus lui en voulait personnellement. Mais je pense que justement, la première fois, il a fait erreur, donc il essaie de réparer. Ouais. Après, il était fâché. Non, après troisième fois, il était fâché. Il l'a réparé. Okay. Oui, il a été fâché. Puis malheureusement, il est mort. Mais je pense que 4e fois, là, il a essayé de lui réveiller comme Jason. OK? Mais sauf qu'il y avait pas de trucs en bâton. Le bâton à steak, il était pas là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Heureusement, peut-être. Mais oui, ça tient la route, hein? C'est ça, je pense que c'est Jason. T'es moins conne que ton Oui, je suis vraiment pas conne. Sauf que je suis conne. Mais Une oui, fois au chalet. on t'aime un peu conne, Oui. parce que tu mets de la vie dans nos vidéos. C'est ça. C'est ça. Alors, on enchaîne avec Lincoln and Booth. Alors, le fils d'Abraham Lincoln, Robert Todd Lincoln, se trouvait dans une gare à Jersey City en 1863 lorsqu'il a perdu pied et il a failli chuter entre le quai et le train en mouvement qui s'approchait. Tu sais. Il a été sauvé d'une mort certaine par un certain Edwin Booth qui l'a agrippé juste à temps pour le retenir sur le quai. Ben, il se trouve que par une étrange et morbide coïncidence, le père de ce bon Samaritain qui lui a sauvé la vie, John Wilkes Booth, allait être l'assassin du père de Lincoln 2 ans plus tard, en avril 1865. Pensez-y, Oui. c'est fou. Les 2 fils, un sauve la vie à l'autre et le père de l'autre tue le père de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. C'est complètement insensé, mais c'est pourtant bien vrai. C'est très vérifiable, c'est très bien documenté et c'est incroyable. N'est-ce pas? Mais c'est un peu comme le roi lion parce que lui aussi il tue son père, ok? Puis le petit lion il souffre le fils de le méchant aussi. Oui. Oui, ok, c'est n'importe quoi. Tout ce que tu connais, ça vient soit de Disney, soit de Scary Movie. Oui. Ou soit de vraie vie. Alors on enchaîne avec R.I.P. Rest in Peace, Josh. Ouais, c'est un peu moins connu que les autres, vous allez voir. L'acteur nain, ou l'acteur petite personne, je sais pas comment je dois dire, Josh Ryan Evans. Il est connu, je dirais uniquement aux États-Unis, pour avoir joué l'enfant magique d'une sorcière dans le roman savon fantaisiste Passions. Eh bien, lui, là, il est mort le 5 août 2002, durant une intervention chirurgicale. C'est vraiment triste. Et c'est totalement par hasard, exactement ce même jour que son personnage de la série est mort à l'écran. Hein? Le même jour. C'est fou. Oui.
Et là, on va s'enfoncer encore plus dans les eaux plus profondes, plus sinistres et plus mystérieuses. Oui. Et là, on va parler de malédiction, ou ce qui ressemble à des curses. Alors, je commence avec « Maudits soient les Cubs ». Oui, je parle de l'équipe de baseball de Chicago. Le 22 octobre 1945, le fan de baseball William Sianis se fait expulser du 4e match de la Série mondiale des Cubs de Chicago parce qu'il avait amené avec lui son bouc Murphy, qu'il adorait. Une chèvre, un bouc. Qu'est-ce que tu veux, c'était son ami. Ah ouais. Mais l'odeur de l'animal dérangeait les autres fans présents au match. Ben oui. Alors, furieux, parce qu'il s'est fait expulser, il a lancé une malédiction aux Cubs de Chicago en déclarant qu'ils ne remporteront jamais plus de série mondiale. Ouais, personne n'y a cru, évidemment. Mais non seulement l'équipe a perdu 7 finales, elle a aussi perdu les 30 séries mondiales suivantes. L'équipe ne s'est pas rendue en finale avant 1976 et elle n'a jamais gagné les finales jusqu'en 2016, 71 ans plus tard. Alors, est-ce que la malédiction a marché? On peut le penser, si on y croit. C'est bon. Oh très my bon. God. All right. Alors, on enchaîne avec une autre malédiction dans le domaine des sports. Ça donne comme ça, qu'est-ce que tu veux. Trouvez Bill ou perdez. Bill Barilko est un joueur de hockey des Maple Leafs de Toronto. Il est disparu en 1951 lors d'un voyage en avion avec son dentiste, qui était son pote aussi, j'imagine, parce que c'est rare qu'on voyage avec son dentiste. Oui. Quelques jours seulement après avoir scoré le but gagnant qui a permis à son équipe de remporter la fameuse Coupe Stanley. Mais depuis sa disparition et pendant 11 ans, son équipe n'a plus jamais remporté de coupe. Mais en 1962, l'épave de l'avion est enfin retrouvée par un pilote d'hélicoptère dans la forêt de Cochrane, en Ontario. Et, comme par hasard, cette même année qu'on découvre sa dépouille, les Maple Leafs remportent à nouveau la Coupe Stanley. Quelle étrange coïncidence! Il fallait qu'il repose en paix. C'est... Oui. C'est bon. C'est belle histoire. On enchaîne avec une autre malédiction. The Curse of the Crow. Yeah, The Crow. Pas le remake, OK? Non. Qui parle du remake? Ouais. Personne. Alors, on est tous plus ou moins au courant de la mort tragique de Brandon Lee. Une tragédie. Le fils de Bruce Lee, survenu accidentellement lors du tournage d'une scène du film The Crow de 1994 d'Alex Proyas. Un accident fatal qui n'aurait jamais dû se produire selon plusieurs acteurs du film et qui ne se serait jamais produit si les accessoires auraient été traités et examinés avec tous les soins appropriés. Mais, entre autres, à cause du budget très limité de la production, ces procédures ont été fatalement négligées. Lee est décédé à l'hôpital des suites de sa blessure. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cet horrible accident est loin d'être le seul événement étrange à s'être produit pendant ce même tournage. Le premier jour du tournage, un électricien a été électrocuté et a pris feu. On l'a emmené à l'hôpital où il a été soigné pour des brûlures au 2e et au 3e degré. Et peu de temps après, un ouragan, appelé l'ouragan du siècle, rien de moins, a complètement détruit le lieu de tournage. Ce qui ajoute un aspect mystérieux à la légende, c'est que l'œuvre originale de The Crow, une populaire bande dessinée écrite par James O'Barr, lui a été inspirée par la mort tragique de sa fiancée, causée par un accident de la route. L'auteur a mis tout son chagrin et toute sa souffrance dans son œuvre. Et ce serait peut-être cette souffrance qui serait à l'origine de la malédiction du corbeau.
Mais il n'y a pas de même chose avec Baldwin? Non, ouais, un accident fatal avec une arme qui était supposée être vide, oui. Oui. Mais oui. Alors, enchaînons avec une autre malédiction. La revanche de Tecumseh. T'es intrigué, hein? À la bataille de Tippecanoe. Ça, c'était Tippecanoe. En 1811, le gouverneur de l'Indiana, William Henry Harrison, a saoulé au whisky des Amérindiens qui n'avaient aucune résistance à l'alcool parce qu'ils ne connaissaient pas ça, pour qu'ils cèdent leur terre au président américain. Très malhonnête, mais pas surprenant malheureusement. Ah oui. Voyant que les siens ont été trompés et dépouillés de leur terre de façon malhonnête et ont tous développé une forte dépendance à l'alcool. Oui, les Autochtones étaient très facilement dépendants de l'alcool, plus que les Blancs, qui ont su développer une résistance avec le temps. Le chef des Shawnees, nommé Tecumseh, accompagné par son frère, a organisé un groupe de défense des tribus indiennes pour résister aux méchants Blancs. Mais Harrison et ses hommes ont attaqué le village de Tecumseh et ont remporté la bataille. Malheureusement, je dirais, même si on ne serait pas là, mais c'est très malheureux tout ça. Oui. On raconte alors que Tecumseh aurait jeté une malédiction contre Harrison et tous les siens. Une malédiction qui allait frapper une fois tous les 20 ans sur une période de 120 ans. Que l'on croit ou non à cette légende, ça ne change rien aux faits étranges qui vont suivre et qui sont indiscutables. Depuis l'élection de 1840 de William Henry Harrison à la présidence américaine, lui-même et tous les autres présidents qui ont été élus lors d'une année touchée par la malédiction sont tous décédés pendant leur mandat présidentiel. C'est pas des blagues. Harrison, élu en 1840, est mort seulement 30 jours plus tard des suites de troubles intestinaux doublés d'une pneumonie. Abraham Lincoln, élu en 1860, 20 ans plus tard, est mort assassiné 3 ans après son élection. James A. Garfield, élu en 1880, toujours 20 ans plus tard, et est mort 1 an après de ses blessures lors d'un autre attentat. William McKinley, élu en 1900, mort lui aussi 1 an après son élection, et lui aussi assassiné. Warren J. Harding, élu en 1920, est lui aussi mort pendant son mandat, de même que Franklin Roosevelt, élu en 1940. John F. Kennedy, élu en 1960, mort, comme tout le monde le sait, assassiné 3 ans après. 20 ans plus tard, en 1980, a été élu Ronald Reagan et il a été victime 1 an après d'une tentative d'assassinat. Mais lui a survécu. Ce qui semble avoir brisé d'une manière ou d'une autre la malédiction, puisque ni George W. Bush, élu en 2000, ni Joe Biden ne sont morts pendant leur mandat. Alors on enchaîne avec, toujours dans la politique, la prophétie de Baron Trump. Ah non. Ça va t'intéresser, tu vas voir. Les romans de l'avocat et écrivain américain Ingersoll Lockwood semblent mystérieusement avoir, d'une manière ou d'une autre, prophétisé le destin de la désagréable famille Trump. Il a d'abord écrit, en 1893, une série de livres pour enfants mettant en scène le baron Trump. Un jeune aristocrate qui vit dans un édifice qui porte son nom, le château Trump. Il entame un périple en Russie en suivant un adulte qui lui sert de mentor, nommé Don. On connaît tous un Donald Trump, qui vit dans une tour qui porte son nom, la Trump Tower, et dont un des fils, tenez-vous bien, se nomme Baron Trump. J'invente rien, c'est des faits. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en 1896 est publié un autre roman du même auteur qui s'appelait 1900 The Last President.
dans lequel un rebelle de New York aux idées opposées à la politique de son époque devient président, contre toute attente suite à une élection controversée, ce qui cause la panique et des protestations au sein de la population. Ça vous rappelle un peu quelque chose? Hein? Moi, oui. Et un lieu est particulièrement important dans le roman, le Fifth Avenue Hotel, où résident des riches corrompus, parce qu'il est la cible de protestants qui se révoltent contre cette élection. Et c'est intéressant de noter que la Trump Tower se situe sur la 5e avenue, Fifth Avenue, à New York. Serait-ce un message destiné à la population américaine, hein? Prophétisé 130 ans plus tôt? Est-ce que Trump est aussi l'antéchrist, Carlis, hein? Est aussi maléfique pour que une prophétie ait tenté de nous avertir de son avènement? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est troublant. Mais je sais qu'il va crever bientôt, hein? C'est ce qu'on espère tous. Non, faut pas le dire. Ben oui. C'est ce qu'on oui, faut le espère dire. tous. Hein? Oui. Moi, en tant que grand prêtre vaudou, non, Oui. je vais m'arrêter là. Vive la vodka! Vive la vodka. Fuck you. Whisky à la pêche. OK, la même chose, attends un peu. Sentez-moi ça. Santé. Tellement bon. Alors nous y voilà, nous sommes dans les abysses, le plus profond du tréfonds des enfers. C'est pourquoi mon look est encore plus morbide. Et moi, plus... Alors, on va commencer ce niveau avec ce que j'ai appelé The Nuclear Man. Non, on parle pas de Trump again. Non. Pas encore. Malgré qu'il soit jaune-orange, qu'il soit phosphorescent et que ses cheveux soient... Oui. Et Louche. qu'il veut mettre une nucléaire bombe partout. Crise ouais. de cave, là. C'est déjà fait, non? Alors, un homme japonais nommé Tsutomi Yamaguchi, on ne peut pas avoir plus japonais que ça, hein, s'est rendu à Hiroshima. Mais oui, vous me voyez venir, j'en suis sûr, pour un voyage d'affaires le 6 août 1945, soit exactement, et malheureusement, le même jour que les méchants Américains ont largué la première bombe atomique. Attends. Les Américains sont méchants depuis quand? Toujours, toujours. Alors, le nombre de victimes de ce bombardement est resté inconnu, mais oscille entre 90 000 et 237 000 morts. Yamaguchi, lui, il a survécu, mais il souffrait de graves brûlures, évidemment, hein, on peut s'imaginer. Oui. Conscient d'avoir échappé au pire, il est retourné chez lui pour rejoindre sa famille, ce que tout le monde aurait fait, à Nagasaki. Ben oui, vous me voyez venir encore. La ville qui, par une cruelle et incroyable et inimaginable coïncidence, a été justement la cible du deuxième bombardement atomique, le 9 août, 3 jours après le premier. Imaginez ça. Toujours par les Américains, évidemment. Le plus ironique dans tout ça, c'est que c'était même pas cette ville-là qui était visée. Par pur hasard, les mauvaises conditions météo ont fait changer les bombardiers de cible au dernier moment. C'est comme si le sort a poursuivi le pauvre homme. C'est incroyable et épouvantable en même temps. En tout, entre 35 000 et 80 000 personnes ont perdu la vie durant ce deuxième bombardement, mais pas Tsutomi Yamaguchi, ni sa femme, ni son fils. Mais ces deux derniers succomberont toutefois des années plus tard à un cancer provoqué par les radiations de la bombe. L'homme, quant à lui, Yamaguchi, a malheureusement beaucoup souffert de ces irradiations tout le reste de sa vie, mais malgré tout, il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans.
à avoir survécu à 2 bombes nucléaires. Alors que survivre à une est déjà incroyable. Oui. Oui. Cette histoire m'a fasciné et me fascine toujours. Sauf si t'es un TV-série ou vidéogame Fallout. eux aussi, ils ont survécu. Puis pas plusieurs fois, plusieurs. Ils ont Parce plus de qu'ils nez. ils ont ghoul. Il ressemble à ça, en fait. Oui. By the way, vraiment bonne TV-série, moi je trouve. Ouais, oui. Parfois un peu lent, mais vraiment bonne. Un peu comme moi. Parfois un peu lent, mais toujours intéressant. Oui. Mais oui, si putain, toi, comme la mort, t'es vraiment là. On est 9 milliards maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, Colis? Je suis en vacances. C'est ça. Ça se voit, hein? Le temps est relatif. Hein? Ça se voit. Pandémie! Non, je Alors, vous niaise. on enchaîne ou quoi? Oui. Un accident prédestiné. C'est pas. Un accident ne peut pas être prédestiné, mais c'est ce que cette histoire suggère. Le 27 janvier 1984, Michael Jackson, le roi de la pop, est victime d'un terrible accident durant le tournage d'un commercial pour Pepsi. Les plus vieux d'entre vous s'en rappellent, comme moi. Il y a beaucoup qui ignorent. L'accident lui a gravement brûlé le cuir chevelu, lui causant d'horribles douleurs chroniques pour le reste de sa vie. Ah oui. Il a souffert plus que le public a su, parce que, entre autres, on lui injectait des ballons sous le cuir chevelu et on les gonflait pour étirer sa peau, pour enlever la peau carbonisée et qu'il y ait assez de peau pour recouvrir son crâne. Il a souffert d'une façon abominable. Et c'est entre autres cet accident, en plus de sa chute de plusieurs mètres lors d'un spectacle, qui est responsable de son addiction aux antidouleurs et aux drogues en général de plus en plus fortes qu'il prenait et qui ont causé sa perte. C'est ce qu'on peut s'imaginer, c'est pas clair? Au moment de cet accident horrible, Michael était âgé de 25 ans, 4 mois et 29 jours, pour être précis. Et par une incroyable coïncidence, il est mort le 25 juin 2009. Exactement 25 ans, 4 mois, 29 jours après le jour de cet accident qui lui a brûlé le crâne. Pensez-y. Un événement important est survenu précisément au jour près à la moitié de sa vie. Moi, ça m'a fiberglassé. Je devais inclure cette incroyable coïncidence troublante dans cet iceberg. Ah oui. On enchaîne avec la blague mortelle. En 2019, l'humoriste britannique Ian Cognito a fait une blague de mauvais goût durant son numéro de stand-up pendant qu'il performait à Oxfordshire en Angleterre, en disant, c'est ses paroles, je cite, « Imaginez que je sois victime d'une attaque cérébrale, hein, puis que je me réveille et que je parle gallois. » C'est une blague assez inoffensive What the hell? aux premiers abords. Sauf que, quelques minutes après qu'il ait dit cette blague, Cognito fut réellement victime d'une foudroyante attaque cérébrale, comme il l'avait prédit en blague, sur scène, devant son public, qui a naturellement d'abord cru qu'il poursuivait la blague. Mais sauf que non. C'était sérieux. Et contrairement à sa blague, il ne s'est pas réveillé. Il est mort. Alors avant de faire des blagues de mauvais goût morbides, pensez-y à 2 fois parce que la faucheuse n'est jamais très loin et elle n'a pas le sens de l'humour. Ah oui. C'est comme ton père qui est mort quand tu dis knock knock, qui est là? Pas ton père. Caliste. Pardon. Faut que je boive. Knock knock, qui est là? Pas ton père, il est mort. C'est pas drôle. Non. Mais tu c'est drôle. continues. Mais c'est drôle. Alors on enchaîne avec la 23e entrée de cet iceberg que j'ai intitulé « L'histoire qui se répète ».
Le 27 mai 1974, au Royaume-Uni, le corps d'une jeune femme de 20 ans, Barbara Forrest, originaire du quartier d'Erdington à Birmingham, est découvert dans un fossé du Pipe Hayes Park de Birmingham. La dépouille porte des marques de viol et de strangulation. Interrogé par la police, le petit ami de Barbara prétend avoir passé la soirée avec elle dans un club de Birmingham avant de la déposer à un arrêt de bus autour d'1h du matin. Il est rapidement mis hors de cause, tandis que les soupçons des enquêteurs se tournent vers un certain Michael Ian Thornton, un collègue de travail de Barbara. Des traces de sang sont découvertes sur le pantalon de ce dernier, ce qui fait presque de lui le coupable idéal. Mais l'homme a toujours prétendu être innocent. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que lors de l'enquête, les policiers découvrent que Barbara n'est pas la première étudiante à être trouvée morte dans le Pipe Hayes Park le 27 mai 1817, exactement 157 ans jour pour jour avant la mort de Barbara Forrest. Le corps d'une autre jeune fille de 20 ans, apparemment née le même jour que Barbara, était également retrouvée morte dans ce même parc. Ben voyons donc. Mary Ashford, elle aussi originaire d'Erdington, le même quartier où Barbara était née. Après avoir sorti danser comme Barbara avec une amie, une certaine Hannah Cox. Mais les similitudes entre les deux affaires ne s'arrêtent pas là. Parce qu'en 1817, les soupçons des policiers s'étaient aussi tournés vers un homme appelé Thornton. Ça commence à être fou. Celui-ci était prénommé Abraham. L'homme a admis avoir eu une relation sexuelle avec Mary, mais il clamait aussi son innocence pour le meurtre. Autre détail troublant, Barbara et Mary avaient toutes deux senti leur mort venir. Peu avant son décès, Mary s'était confiée à la mère de son amie Anna, disant avoir un mauvais pressentiment sur la semaine à venir. Barbara, elle, aurait déclaré à un collègue « Ça va être un mois de malchance, je le sens ». Un anniversaire commun, une dernière soirée dansante, un pressentiment partagé. Mary et Barbara semblent avoir été assassinées le même jour, de la même manière, et presque par la même personne, presque. Pourtant, 157 ans séparent ces deux meurtres, qui restent tous deux non élucidés. Parce que par manque de preuves concrètes, Abraham Thornton et Michael Ian Thornton ont chacun été acquittés. On ignore encore aujourd'hui s'ils étaient ou non les responsables des meurtres de Mary et Barbara. Et surtout, quel était le lien cosmique entre les deux jeunes femmes qui a fait se répéter la même fin tragique? C'est-tu assez fort? Moi, ça me trouble. Encore une fois, est-ce une preuve du destin? C'est faux. Imagine là. Imaginez-vous qu'on est vraiment genre dans la simulation, ok, dans la matrice par exemple, ok? Genre quelque chose comme ça. Donc nous, on est genre comme le Sims, ok? Puis tu sais, pour les Sims, quand tu joues les Sims, là, ça joue. Tu sais, pour nous, c'est vraiment rapide, mais pour eux, c'est toute la journée, tout ça. Imagine que qu'on est les Sims, puis quelqu'un joue pour nous. Donc ça va expliquer qu'il va tuer la femme et la fille. On n'est pas conscient de grand-chose. Non, vraiment pas. D'où on vient, où on va, pourquoi, comment. On sait rien, Carlis. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, nous voilà déjà dans la dernière entrée de ce iceberg. Ça a passé vite. Oui, ça passe vite, là. J'ai même pas fini mon drink, Alice. Et je vais parler d'une autre histoire qui m'a vraiment troublé et qui me trouble encore. Oui. Qui tout le monde parle encore aujourd'hui sur YouTube. Oui. Je parle de la mort de Elisa Lam, la touriste canadienne d'origine chinoise dont le corps a été retrouvé sans vie à l'intérieur de l'un des réservoirs d'eau situés sur le toit du Cecil Hotel à Los Angeles en 2013.
Le monde entier a frissonné en regardant la vidéo de surveillance de l'ascenseur téléversée sur le web par la police de LA, qui montrait une Elisa Lam se comporter et bouger de manière vraiment très étrange, pour ne pas dire effrayante. C'était troublant. Oui, elle faisait des gestes pas naturels du tout. En effet. Et bon, comment s'est-elle retrouvée dans le réservoir nue? Hein? Pourquoi? Comment? Je sais pas, il n'y a rien qui semble marcher dans cette histoire, mais on a conclu à une mort accidentelle et, par manque de preuves du contraire, on est obligé de croire que c'est un accident vraiment tragique. Bon, elle souffrait de problèmes psychologiques, elle était bipolaire, elle prenait plus ou moins sa médication comme du monde. Tout ça, ça peut avoir joué, évidemment, sur la mort inexplicable de cette jeune fille. Mais l'affaire comporte beaucoup plus de coïncidences vraiment étranges, comme le fait que les circonstances entourant sa mort semblent avoir été prophétisées dans le film de 2005 Dark Water, ou le film japonais de 2002, dont le film américain s'est inspiré. Le fait que les résidents d'un building se plaignent de la couleur foncée et du mauvais goût de l'eau du robinet jusqu'à la découverte du corps dans le réservoir sur le toit, tout ça, c'était dans l'œuvre originale et dans les films. Comment ça se fait? C'est une œuvre de fiction, écrite 17 ans avant. Mais la coïncidence la plus troublante, c'est même pas ça. Quant à moi. C'est le fait que seulement quelques jours après la découverte du corps d'Elisa, une épidémie de tuberculose a touché le quartier de Skid Row, où était situé le Cecil Hotel. Et le nom du test de dépistage qu'on utilisait pendant l'épidémie s'appelait Lam Elisa. C'est pas des blagues, j'ai rien inventé, c'est un fait. Mais il se fait pas inspirer par elle, par son nom? Non, ça a toujours été le nom du test de dépistage. Mais comment ça se fait que presque simultanément, cette épidémie est survenue? Je sais pas, c'est fou comme coïncidence. Mais c'est bel et bien une coïncidence. Puis Elisa Lam, à l'envers, c'est... Mal, asile. Oui. L'asile du mal. Oui, parce que tu sais, elle était... Elle avait des problèmes psychologiques. Oui, c'est ça, donc je sais pas, c'est tout genre connecté là. Est-ce que les événements les plus troublants sont prévus d'avance, sont écrits? Est-ce que la vie a un sens? Je sais pas. En tout cas, j'espère que toutes ces nouvelles coïncidences vous ont plu. Si c'est le cas, mettez-nous un bon like. Ça nous aide à trouver la motivation pour continuer. Et continuer votre existence. Oui. Hein, parce qu'on sait jamais. Peut-être que quelque chose de insensé va se produire demain. Peut-être que, ou peut-être pas. Mais, restez creepy.